14h30 à Paris. Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans votre rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps, comme chaque jour, de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens, un cliché que vous avez choisi pour nous. Mohamed Farad, bonjour. Bonjour. Grand reporter à France 24. Vous rentrez justement du terrain, du Proche-Orient. Vous avez tourné un grand format, un long format qu'on a pu découvrir sur nos écrans. Alors, on va arrêter de parler. On va regarder le cliché que vous avez sélectionné pour nous. Une photo lourde de sens qui mérite que l'on s'arrête dessus pendant quelques minutes. Racontez-nous, expliquez-nous d'ailleurs ce que l'on voit et ce que cela nous raconte aujourd'hui. Bien évidemment, cette image, comme vous le voyez, elle peut paraître banale pour certaines personnes. Elle a été prise le 27 octobre 2023 et comme vous le voyez, c'est Itamar Ben-Gvir sur cette photo. C'est le ministre de la Sécurité nationale et c'est aussi le leader du mouvement d'extrême droite religieux Force juive. Donc là, il est en train de procéder à la distribution d'armes d'assaut à des volontaires, mais c'est dans la ville d'Ashkelon. Et là, on est à 20 jours juste après les attaques du 7 octobre, mais les répercussions d'un tel geste va être déterminante pour l'avenir des Palestiniens, surtout en Cisjordanie occupée, parce que Itamar Ben-Gvir, il ne va pas s'arrêter juste là. Donc la violence qu'on assiste aujourd'hui des colons en Cisjordanie occupée qui terrorisent, qui blessent, voire tuent des Palestiniens et détruisent leurs biens n'a jamais été aussi forte depuis les attaques du 7 octobre et la situation s'est considérablement aggravée depuis surtout la fin de l'année 2022 avec l'arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahou, bien sûr suivi juste après du 7 octobre 2023 et ce gouvernement, c'est un gouvernement de droite, donc il accélère ce projet de colonisation de la Cisjordanie occupée, sans oublier l'arrivée, bien sûr, de ces ministres d'extrême droite, cette ligne dure qui souhaite, bien évidemment, récupérer définitivement la Cisjordanie. Ce que vous nous dites aujourd'hui, Mohamed, c'est que les conséquences, notamment de sa distribution, là qu'on voit à l'écran, à l'image, distribution d'armes gratuitement, hein, comme ça, aux Israéliens, eh bien, elle se ressent 2 ans et demi après sur le terrain. On vous parle régulièrement de l'explosion de la violence en Cisjordanie occupée. Rappelez-nous peut-être le contexte de ces colonies israéliennes dans la région. Donc, les colonies sont des communautés, on va dire, établies par Israël sur des terres qui étaient capturées lors de la guerre des 6 jours en 1967. Aujourd'hui, ça concerne bien évidemment la Cisjordanie occupée et Jérusalem-Est. À partir de cette année 1967, tous les gouvernements donc, israéliens ont continué à accroître la population des colons dans les territoires occupés. Mais depuis surtout les accords d'Oslo, la Cisjordanie est divisée en 3 zones, comme on peut le voir ici dans cette carte de Oxfam. On a 3 zones. On a la zone A, et elle représente 18%. Elle est sous contrôle de l'autorité palestinienne, mais soumise bien évidemment à des fréquentes incursions militaires et démolitions israéliennes. La zone B, elle représente 22%, sous contrôle civil palestinien, contrôle sécuritaire également avec Israël. Mais le plus important, c'est la zone C et qui représente 60%. Toute cette grande zone, elle est contrôle total pour les Israéliens. La plupart des colonies et les avant-postes s'y trouve. Pourquoi cette zone C elle est cruciale parce qu'en fait elle est importante pour le développement des Palestiniens, qu'elle abrite la majorité des ressources naturelles et des terres agricoles de la Cisjordanie. Les actions d'Israël en cette zone C équivalent bien évidemment à une action de facto, c'est-à-dire par l'accaparement des terres, l'expansion des colonies et le transfert, bien sûr, du pouvoir administratif. Et aujourd'hui, on assiste clairement à un appel à annexer la Cisjordanie occupée, la totalité de la Cisjordanie occupée. Des colons donc, qui sont présents en nombre un peu partout, on le voit ici sur cette carte, qui sont aujourd'hui ces civils armés en Cisjordanie, qu'on aperçoit régulièrement dans des vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, et quel rôle jouent-ils dans ce conflit? Donc comme vous venez de le dire, c'est-à-dire on les voit vraiment armés et voire même habillés comme l'armée régulière ou des militaires. Et en fait, ces gens-là, ils s'appellent ou ils portent le nom de Agmar. C'est une structure qui n'est pas nouvelle, bien sûr, elle a été créée il y a plusieurs décennies, envisagée comme une sorte de ligne de défense de secours à activer en cas de guerre ou bien évidemment menace accrue. Après le 7 octobre,
alors qu'Israël, bien évidemment, se préparait à envoyer l'armée régulière à Gaza. Bien évidemment, ces réservistes ont été activés et ce système a permis, bien évidemment, de remettre des armes et des pouvoirs à des milliers de colons qui ont formé les unités militaires qu'on peut voir dans plusieurs vidéos qui circulaient. Et bien sûr, sans que l'utilisation de ces pouvoirs ne fasse l'objet de contrôles particuliers. Bien évidemment, l'État paye les salaires, mais ceci opère en réalité parallèlement aux bataillons réguliers. Les médias israéliens, eux, ils parlent de 7000 colons qui ont été, bien évidemment, initialement mobilisés dans ces unités jusqu'en décembre, bien évidemment, 2025. Aujourd'hui, on parle de 500 et qui sont basés toujours dans des avant-postes agricoles illégaux. Comment ça s'organise? Comme on voit ici, c'est le site bien évidemment Drop, site qui fait cette répartition ou une sorte de hiérarchie de ces colons. En fait, la colonie nomme un coordinateur de sécurité, lui, qui commande essentiellement sa propre milice volontaire, armée et financée par l'État. C'est une sorte de brigade d'intervention rapide qui est composée de entre 20 et 40 volontaires. Ces mêmes colons volontaires servent à la fois ou souvent dans des milices réservistes en uniforme sous contrôle de l'armée qui coordonne avec leur colonie. Et la conclusion, tous travaillent ensemble pour attaquer et terroriser les Palestiniens de la Cisjordanie. Voilà, et on vous en témoigne assez régulièrement sur cette antenne. On assiste à une résurgence des violences ces derniers mois dans les territoires. Pas plus tard que dimanche, des colons ont incendié des bâtiments dans plusieurs villages de Cisjordanie occupés. Davantage de détails tout de suite avec Étienne Papono. Regardez. Des véhicules calcinés dans le village de Fandakoumia, près de Jénine, en Cisjordanie occupée. Les stigmates de l'attaque de colons israéliens survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Plusieurs maisons ont été dégradées, celle-ci est entièrement détruite. Les colons étaient environ 200. Ils se sont dispersés le long de la rue et ont mis le feu à la maison sous nos yeux à l'aide de cocktails Molotov. Ils les ont lancés par les fenêtres. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres s'est déclenchée samedi soir quand, selon la police israélienne, un véhicule palestinien en a percuté un autre, israélien, provoquant la mort d'un passager. Alors qu'une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat, l'incident a provoqué dimanche une série de représailles de colons israéliens. Ici, dans le village de Jaloud, un centre médical a été incendié. Ils ont réduit le dispensaire en cendres, avec tout son équipement et ses fournitures, alors qu'il était sur le point d'ouvrir ses portes. Si les forces de sécurité israéliennes disent continuer à agir pour maintenir la sécurité des résidents, ici les habitants s'inquiètent de la montée des violences de la part des colons en Cisjordanie occupée. Depuis le début de l'année, notre village en est à sa 3e attaque. Et il ne s'agit pas seulement de notre village. C'est bien toute la région qui est prise pour cible. D'après les autorités palestiniennes, depuis le 2 mars, 6 Palestiniens ont été tués par des tirs de colons en Cisjordanie. Voilà, on vous parle régulièrement et on vous témoigne ici sur cette antenne d'une résurgence de la violence depuis le 7 octobre, donc depuis 2 ans et demi maintenant, mais il y a un glissement quand même des groupes les plus radicaux qui agissent sans foi ni loi. Hein. Exactement. Ce qu'on a assisté, nous, plusieurs fois, c'est l'impunité totale de ces colons. Ce qu'ils nous disent aussi, les Palestiniens à qui on s'est entretenu plusieurs fois en Cisjordanie occupée, c'est que même au moment où ils appellent la police, où ils appellent en fait l'armée, elle ne fait rien. Au contraire, les colons ils sont accompagnés par l'armée et qui regardent, on ne va pas dire impuissante, mais elle participe, disons, à terroriser les Palestiniens. Je vais juste parler d'une lettre ouverte qui a été adressée à la hiérarchie militaire et qui a été rendue publique lundi 16 mars et dont le journal Le Monde a fait l'écho. En fait, 4 anciens hauts gradés israéliens, membres de commandants pour la sécurité d'Israël, dénoncent des actes de violence qui s'appuient sur un système organisé comportant plusieurs niveaux hiérarchiques institutionnels. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, la violence, elle a été, comme je l'ai montré tout à l'heure, hiérarchisée. L'État, elle est au courant, elle se laisse faire et elle
arme ses colons et ses groupes pour terroriser les Palestiniens. On revient à l'image du début où on apercevait le ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir. Quel est son rôle à lui en tant que représentant de l'État, et puis quel rôle aussi de l'extrême droite? Difficile d'éluder la question là. Exactement là, en fait, il faut qu'on parle de deux ministres qui jouent un rôle vraiment primordial dans cette expansion de la colonisation, mais également l'augmentation de la violence. Comme vous venez de le dire, en fait, le premier, c'est Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, qui ne cache pas bien évidemment ses intentions de déplacer les Palestiniens et de confisquer leurs terres. Comme je vous ai dit au début, en voyant cette image qui paraît pour certains peut-être banale, mais en fait, en réalité, c'est le début d'un projet d'armement des Israéliens à grande échelle. Et en octobre 2023, comme le montrait cette photo, Ben-Gvir a commencé à distribuer environ 10 000 fusils d'assaut et assouplit surtout les conditions d'éligibilité à la possession d'armes à feu, tandis que le ministère de la Défense fournissait bien sûr la formation, les munitions et les infrastructures d'armement. En novembre 2025, le bureau de Ben-Gvir a déclaré qu'environ 230 000 permis de port d'armes avaient été délivrés au cours des 2 dernières années. Et si on parle aussi de Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances, donc il est à la fois ministre des Finances et ministre au sein du ministère de la Défense chargé des affaires civiles en Cisjordanie. C'est-à-dire, c'est lui qui décide de tout ce qui est budget pour les armements, c'est lui qui achète ces armes, mais aussi on l'a assisté, on l'a vu la dernière fois, c'est lui qui a participé à la distribution de ces genres de véhicules tout-terrain pour des colons ou des avant-postes en fait. Les conséquences sur le terrain pour les Palestiniens, quelles sont-elles? On a vu certains hommes s'enfuir, à un moment donné leur voiture, même parfois leur maison, leurs biens. C'est la terrain en Cisjordanie, comme les images parlent d'elles-mêmes, et surtout pour la population palestinienne, cette colonisation se traduit par bien évidemment l'expropriation des maisons, des terrains, des biens, et affecte tout le monde, affecte l'habitat, l'infrastructure. On touche aujourd'hui au patrimoine et même dans le cadre de vie de ces Palestiniens. Au fur et à mesure, bien évidemment, cette population vit sur un territoire qui est de plus en plus fragmenté. Par exemple, dans notre expérience aujourd'hui, si nous voulons aller de Ramallah, par exemple, à Jérusalem, comme on peut mettre 20 minutes, comme on peut mettre 8 heures. Ça m'est arrivé de mettre 8 heures avec Julie Dungilov parce qu'ils ont fermé tous les checkpoints, tous les barrages, et on peut plus aller. Aujourd'hui, la Cisjordanie, il y a beaucoup de checkpoints, il y a beaucoup de barrages, c'est impossible. Donc du coup, même les communautés entre elles ne peuvent pas se connecter. Il n'y a plus vraiment un territoire, il n'y a plus vraiment... On assiste aujourd'hui à une manière de tuer tout ce qui est possibilité de créer un État palestinien dans l'avenir. Et donc la question de l'annexion, évidemment, est posée, régulièrement posée, d'autant qu'on est très concentré sur d'autres dossiers en ce moment. On ne parle plus vraiment de la situation au Proche-Orient. Le risque d'escalade, il est réel, Mohamed? Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, si on regarde les intifadas en Palestine, ont été... c'est-à-dire, c'est la cause vraiment directe de la colonisation en Cisjordanie. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, en fait, on assiste à une sorte d'impunité pour ces colons qui tuent, qui terrorisent les Palestiniens en Cisjordanie. Et vraiment, selon des études, c'est même pas 1% de ces... Que ce soit l'armée, que ce soit les colons, ils sont aujourd'hui jugés. On se rappelle bien sûr de l'épisode du colon qui a tué un Palestinien en lui tirant dessus. Il y avait la vidéo, ainsi de suite, et au final, il a été libéré. Donc même les Palestiniens n'ont plus confiance dans une justice. Et du coup, l'expansion aussi des colonies et la violence, comme je viens de dire, des colons en Cisjordanie, alimente aujourd'hui la haine et le risque d'une flambée de violence encore plus importante. Elle est là, elle est devenue palpable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à des puissances comme les États-Unis qui ne fait rien, en fait, et qui attend le mi-mandat. Peut-être ça va changer. Toutes les capitales européennes aujourd'hui n'ont pas pris vraiment des mesures
concrètes pour arrêter ce cycle de violence, cette colonisation. Et du coup, on parle de l'Europe, par exemple, tous les pays sont divisés sur la manière de réagir. Pourtant, tous les appels répétés de toutes les ONG, ainsi de suite, demandent une action concrète. Merci beaucoup, Mohamed Farah. Je renvoie à votre excellente enquête qui vient de sortir en Reporter Plus. Cisjordanie au pied du mur, enquête sur les travailleurs palestiniens de l'ombre aux portes de Jérusalem que vous avez réalisé avec Claire Duhamel, évidemment retrouvée sur le site www.france24.com. Merci beaucoup. C'était Derrière l'image.